reportage, le décryptage politique. C'est tous les jours sur Public Sénat. Chacun aujourd'hui parle d'unité, mais chacun a son unité. Et ça va plutôt vers la droite. Le PS vers le Modem, le PC vers le PS. Le Front de gauche, il veut être avec le PC qui veut le PS. Donc pour l'instant, c'est assez confus, pas très clair tout ça. Arlette Aguier n'y comprend plus rien et parfois nous non plus. Alors pour faire le clair dans cette rentrée politique, pour décoder les réussites et les faux pas, bref, pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les bons et les mauvais élèves de la rentrée, avec nous 4 invités. Jean-Luc Manot, conseiller en communication politique, bonjour. Bonjour. Philippe Lenchener, publicitaire. Bonjour. Bonjour, créateur d'une nouvelle agence Value et observateur averti de la vie politique, tout comme Stéphane Rosès, politologue, fondateur de l'agence CAP, et enfin Denis Bertrand, sémiologue à l'œil de lynx, qui va nous aider à mettre à nu tout ce qu'on n'avait pas vu dans les images de cette rentrée. Une rentrée que je vous propose d'aborder par la gauche, honneur aux femmes minoritaires sur ce plateau, mais très en vue au PS avec la rentrée de Martine Aubry et Ségolène Royal. Alors, entre-temps, leurs relations se sont un petit peu dégradées, mais on va commencer par l'image de cette rentrée, l'image des 2 femmes arrivant ensemble à La Rochelle. Elles avaient l'air très complices, quoique, avec le recul, je vous propose de revoir les images. Sur le moment, tout le monde a dit qu'elles avaient vraiment l'air d'être réconciliées. Avec le recul, on trouve qu'elles ont quand même pas l'air si complices que ça. Est-ce que vous trouvez, Denis Bertrand, que ce sont 2 femmes comme ça qui ont vraiment l'air d'être bien ensemble? C'est le contraste qui fascine entre ces deux femmes. C'est le contraste vestimentaire, d'abord. Ah, il y en a une qui s'est mise sur son 31, visiblement. L'une est avec une vareuse et ton sur ton, l'autre est avec un décolleté devant-derrière contrasté. L'une exhibe son corps, l'autre cache son corps, l'une a une allure de travailleuse, l'autre a une allure... Donc il y a un contraste qu'on peut repérer comme ça de façon extraordinaire, qui doit d'ailleurs se poursuivre dans la gestuelle, la chevelure, le sourire est identique, je dirais. Le sourire se rapproche, mais le contraste domine. Alors maintenant, elles essaient de créer peut-être, ou on peut imaginer qu'elles créent une figure de complémentarité entre les deux. C'est toujours pareil, quand on a une contradiction, on peut la convertir en complémentarité. Ah, vous voyez ça comme ça. Oui, parce qu'on pourrait dire, effectivement, se connaissant l'une l'autre, on dirait presque qu'elles cherchent à s'opposer comme ça par le style. Votre regard là-dessus, Philippe Lenchener et puis Jean-Luc Manot? Le problème, il y en a qu'un, c'est l'époque. Parce que il faut comprendre et connaître les cycles des socialistes pour comprendre que ça se passe toujours de la même manière. C'est-à-dire que vous avez du déchirement et vous avez des grands moments brusquement où il y a des appels à la synthèse, où vous avez des appels au retour. Et donc ça se passe soit les derniers jours des congrès, soit ça se passe lors des universités d'été. Et là, c'était pas trop mal fait ce retour. La seule chose, c'est que tout ça aurait été parfait en 1980. Aujourd'hui, c'est invité dans le débat politique, l'espace public et l'opinion. Et les gens ne peuvent plus marcher à cela parce que vous n'êtes plus dans des discours d'émetteurs où les socialistes disent vivez à notre rythme. Vous avez des gens qui disent non, c'est vous qui allez vivre à notre rythme. Et là aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où tout éclate, à l'heure où les secrets de fabrication n'existent plus, ce type de choses n'est plus possible. C'est-à-dire ce type d'image, fabriquée, très artificielle, où finalement on les voit qui se tournent d'ailleurs pratiquement le dos. Jean-Luc Manot, vous vouliez ajouter quelque chose? Je vais rajouter quelque chose, c'est que quand on part de la relation très hostile entre Martine Aubry et Ségolène Royal, on a besoin, pour que l'opinion puisse accréditer l'idée
d'une entente, et après tout, ça pourrait, mais ne serait-ce que tactiquement, oui, se concevoir. L'objectif, visiblement. C'était l'objectif. Il faut que cette campagne, cette séquence soit avérée par la durée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les voit 4 fois, 5 fois, 6 fois, qu'on les revoie ensemble, qu'on les voit dans d'autres postures en commun. Et malheureusement pour eux, ou heureusement pour la vérité, eh bien, il va y avoir un incident, l'incident du livre, avec le durcissement de Ségolène Royal, qui va faire voler en éclats cette image trop précaire. Donc cette image, elle est nécessaire et elle est totalement insuffisante. Alors, on va maintenant passer à celle qui est normalement la vraie pro de la com au Parti socialiste. Je veux parler bien sûr de Ségolène Royal. Alors Ségolène Royal qui a fait une rentrée en cascade. Il y a eu La Rochelle, il y a eu voilà la fête de la fraternité à Montpellier, et puis entre les deux, il y a eu la pré-rentrée sur son site internet, une pré-rentrée avec des images qui nous ont surprises. Regardez. Bonjour à tous et à toutes. Vous voyez, je suis ici à la foire des races mulassières de Niort avec des animaux magnifiques et des élevages extraordinaires. Hier, j'étais à La Rochelle, donc je voulais juste vous dire que au cours des jours à venir, j'avais accepté un certain nombre d'invitations d'émissions, de télévision, de radio, parce que je crois que le moment est venu de dire un certain nombre de choses sur l'écotaxe, parce que je crois que personne n'a le courage de vraiment dire ce qui se passe aujourd'hui, à la fois la nécessité de faire bien évidemment appliquer le principe pollueur-payeur, mais en même temps la façon dont les gens doivent être piégés, parce que quand on n'a pas le choix entre se déplacer avec des véhicules propres ou des transports en commun ou avec sa voiture, lorsqu'on n'a pas le choix, à ce moment-là cette taxe est un piège et c'est un prétexte simplement pour remplir les caisses que l'État Bon, on rit. Alors c'est vrai qu'on comprend que bon, les races mulassières ont l'air d'apprécier le discours, mais enfin nous, on a compris qu'il s'agissait de la taxe carbone, mais enfin tout n'est pas très clair. Alors la question qu'on se pose, alors c'est vrai que ça fait sourire en voyant cette vidéo, mais on se dit quand même, c'est incroyable parce que Ségolène Royal est quand même normalement une pro de la communication. Mettre cette vidéo qui semble aussi amateur sur son site pour annoncer sa rentrée politique. C'est quoi? C'est du grand art, c'est du grand naturel. C'est du grand naturel? Oui, c'est-à-dire que l'image est très impressionnante dès le début, parce que la fusion du personnage dans le décor est invraisemblable. La robe même par ses motifs reproduit les couleurs de la végétation derrière, et on est dans un milieu extrêmement pileux avec tous ces ânes au poil et hirsutes, et elle n'arrête pas de se travailler la chevelure. Enfin, il y a une espèce de fusion comme ça un peu étonnante dans le monde de la nature, et puis elle fait émerger son discours hors de cette naturalité. Il a du mal à émerger quand même, faut bien le et puis tout d'un coup, voilà les cris des ânes, les braiements qui viennent interférer avec son propre discours. On retourne à la nature. C'est assez étonnant. Oui, alors vous voyez effectivement le côté, voilà, l'harmonie de couleurs, etc. Mais enfin, au-delà de ça, concernant le message, votre regard de communiquant, Philippe Lenschener? C'est soit un coup de génie, soit une catastrophe. Mais attention, elle est où, alors ne balayons pas ça d'un revers de main. Là, donc, ça veut dire que elle a toujours une obligation, c'est d'être en avance. Parce que vous remarquerez que sur le fond, c'est toujours d'une tristesse et d'une pauvreté sans nom. Sans nom. Par contre, elle a toujours un temps d'avance, qui fait que ce temps d'avance fait que les autres courent après elle et sont constamment réactifs. Là, la dernière chose qui lui reste, c'est la captation des réseaux sociaux. Et la dernière chose qui lui reste, puisqu'elle sait que le parti c'est pas possible, c'est d'en faire appel à l'opinion, et donc c'est de réussir à faire une star de YouTube et de Dailymotion. Donc là, soit c'est une catastrophe, parce que on ne s'invente pas star des réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux qui vous confèrent ce statut. Donc là, c'est une tentative de rapt, on va voir. On comprend pas très bien ce que vous dites, star des réseaux sociaux par le côté un peu décalé de la vidéo, c'est ça qui pourrait en faire une star des réseaux sociaux? Par quoi alors? le côté d'avoir choisi la foire des races mulassières pour faire sa pré-rentrée? D'avoir choisi les réseaux sociaux, d'avoir choisi Internet pour commencer. Mais il faut que ça marche, bien sûr. Bon, il y a une séquence là dont on peut sourire, ça commence par la main dans les cheveux parce que je le vaux bien, et ça se termine au cirque Zavata, enfin avec les bêtes derrière qui sont en train de crier. Et un discours dans lequel on comprend plus rien. C'est pas très grave parce que il est objectivement indigent.
il est indigent. Mais elle parle quand même d'un sujet qui est la taxe carbone, qui est censé être un sujet important. Ce qu'on en comprend est absolument indigent. Et donc, vous avez quel cas là. Et le problème de Ségolène Royal, c'est sans doute que cette forme-là, je parle pas de l'indigence, je parle de cette forme avec les réseaux sociaux, avec cette espèce d'intuition qu'elle a de ce qui change dans la société. Ça a été formidable sur les sujets de niche parce qu'on peut se le permettre. Mais je ne suis pas convaincu du tout que ce soit adapté à des problèmes plus lourds. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le faire à la foire aux bestiaux de je sais pas où pour parler de sujets annexes. Mais vous faites l'Iran là. Vous faites les questions centrales, vous faites quand même une question politique importante du capitalisme, vous faites des questions de régulation sous cette forme-là, dans cet amateurisme-là, avec la caméra qui bouge. Je crois que non. Donc je crois qu'à un moment donné, cette forme, qui est une forme annexe, marche pour les sujets accessoires, mais qu'elle se heurte à un moment donné au choc du réel sur le lourd. Mais alors comment vous expliquez? On a du mal à comprendre quand même. Alors je vois bien, donc vous dites coup de génie ou catastrophe, mais pourquoi avoir choisi... Pas dit coup de génie, moi. Non, enfin, vous posiez la question. Vous dites catastrophe. Alors vous dites catastrophe quand même, si je comprends bien. Plutôt, oui. Plutôt. Et vous, Stéphane Rosès, sachant que, la question que ça pose vraiment, c'est pourquoi ce choix? Enfin, même si on n'est pas dans sa tête, mais quel peut être l'impact finalement de ce discours où finalement on n'entend rien? Elle a essayé de jouer, ça a été dit, tradition et modernité. Modernité, tout ce qui a été dit excellemment, c'est-à-dire qu'elle joue l'horizontalité des réseaux sociaux pour faire passer des messages et encercler. C'est-à-dire, elle a fait beaucoup reprise cette vidéo, ça a marché. La verticalité du Parti socialiste, voilà. Il peut y avoir l'effet que mieux vaut faire parler de soi, quel qu'en soit le contenu. Et puis, il y a sans doute quand même, il y a un choix. Hein. Il y a le côté princesse du Marais Poitevin. Le choix, c'est sans doute sur le fond de dire, on n'a pas de leçon à me donner en matière d'écologie. Moi, on me la fait pas. Ça fait des années que je travaille près de la terre qui ment pas, donc tout son environnement, c'est la terre qui ne ment pas. À la fois visuellement, sa tenue vestimentaire et puis les bruits autour. Et donc, c'est une façon de dire... princesse aussi, parce qu'elle sort quoi, etc. Donc, ce qui est amusant, c'est le contraste des deux images, en fait. Absolument. Mais je crois que elle tient à la forme, ça a bien été dit. Et puis, sur le fond, elle dit, parce qu'elle sait qu'elle va être attaquée là-dessus, alors qu'il y a un consensus qui commence à émerger sur la taxe carbone, elle dit, moi, je suis une vraie présidente de région, qui sait vraiment ce qu'est la nature, qui sait vraiment ce qu'est l'environnement. Et donc, je vais me planter au milieu d'un troupeau bovin, je crois, pour montrer à quel point, quand moi je parle de ces questions-là, j'ai les pieds dans la glaise, quoi, et le marais. D'accord, ok, donc c'est comme ça qu'on peut le recevoir. Alors on va juste passer à une autre séquence concernant la rentrée de Ségolène Royal, c'est la dernière, c'est celle de sa fête de la fraternité à Montpellier. Un des objectifs, c'était de répondre à la question « Royal est-elle toute seule ?» Fabrice Cunet est allé sur place. Que c'est une femme de qualité et que c'est une candidate plus que potentielle au présidentiel. C'est le sulfureux Georges Frêche qui plante le décor de cette journée en premier. Un soutien qui fait du bien, Madame Royal. Je parlerai tout à l'heure, moi. Ségolène Royal va en fait s'évertuer à cadenasser sa communication. Car dans le domaine de Gramont, on célèbre d'habitude les mariages, mais ce samedi, il est plutôt question de divorce. Valls, Filippetti ou Assouline, tous ont abandonné le navire royal. Ah bah eux de voir, moi, si le navire, ils pensent qu'il risque de couler, moi je pense qu'ils ont tort, que c'est le meilleur navire tout de suite, que c'est celui qui tient le cap et c'est celui qui, pour 2012, nous permettra enfin de passer à autre chose pour notre pays. Dans ce contexte, Jean-Louis Bianco ferait presque office de dernier des Mohicans. Des lieutenants sont partis, mais la porte reste ouverte. C'est naturel que des gens qui ont du talent et de l'ambition veuillent suivre leur propre destin. Ils n'oublient pas, je pense, et moi je n'oublie pas les textes qu'on a signés ensemble. À Montpellier, le congrès de Reims semble bien loin, alors Ségolène Royal sait pouvoir compter sur le soutien des 2000 fidèles présents. Vous vous sentez seul? Moi non plus. Je ne me sens pas seul. À la descente de la Seine, elle consent enfin à répondre aux questions. Les journalistes sont accusés de tous les maux. Ceux qui l'ont laissé ne sont pas non plus épargnés. C'est pas les 2 ou 3 notables de la politique et qui s'écartent à un moment parce que ils cherchent ailleurs des places, des postes. Ici, les gens, ils sont là avec leur cœur, leur générosité. Ils cherchent pas des places, des postes. Une interview à l'image de cette fête de la fraternité. Toute la journée, Ségolène Royal et ses soutiens ont joué la carte du militant contre l'appareil. Contrainte et forcée, cette stratégie serait amenée à durer.
Alors est-ce que ça va durer ou pas? Il y a quand même beaucoup d'amertume dans ses propos quand elle parle des gens qui sont allés chercher des places, des postes. On va revenir là-dessus, mais Denis Bertrand, première question. Il y a beaucoup d'amertume, mais en même temps, cette espèce de sourire, elle a un sourire éclatant tout en disant, voilà, vous vous sentez seul, non? Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce sourire. On ne peut être que sensible au registre. À ce moment-là, c'est plus le contenu qui compte, c'est le timbre, c'est le timbre, c'est la tessiture de la voix même. Il y a quelque chose d'un peu fêlé dans « moi je ne me sens pas seul ». Quand elle le dit, on voit bien qu'il y a en fait comme une sorte d'anti-discours, comme dans cette séquence où on voit son visage extrêmement tendu, qui n'est pas... c'est le contraste entre les deux images qui est surprenant d'ailleurs. Qui n'est pas le sourire convenu, qui est pas où il y a toute une tension intérieure qui transparaît, où le drame de la solitude vous surgit. Voyez le drame de la solitude là-dedans. Moi je le vois surgir vraiment dans le timbre, dans le plan de l'expression prosodique même de son discours. Le drame de la solitude aussi, Stéphane Rosès, dans ces images? Oui, parce qu'elle continue à faire comme si on n'était pas pour les Français et les militants du Parti Socialiste dans une nouvelle séquence. La présidentielle est passée. La présidentielle, là, elle est encore dans la séquence de la présidentielle. Elle est encore dans l'incarnation, elle est encore dans le lien direct, elle est encore dans cette façon un tout petit peu charismatique. Le fait que son entourage se soit éloigné, c'est parce qu'on est dans une période qui est plutôt maintenant une période de contenu. Or, elle ne fait pas un récit de ce qu'elle veut. Elle fait un récit de ce qu'elle est. Or, c'est très différent, c'est-à-dire que le sujet, c'est pas que des jeunes ambitieux dans son entourage aient été gagnés à avoir des postes au Parti Socialiste, c'est que quand on fait une traversée du désert, il faut qu'on ait une vision d'un récit qui dépasse la personne elle-même. Or, comme Ségolène Royal ne le fait pas, évidemment, elle a peu à peu lassé autour d'elle parce que elle, son sujet, c'est d'exister toujours à la marge, dans un rapport à l'opinion. Je le crois faux en termes d'analyse de ce qui se passe aujourd'hui, mais du coup, beaucoup de ceux qui au départ étaient effectivement avec elle se sont peu à peu effectivement lassés, l'ont laissé, et j'ai été frappé également de cette façon de demander aux militants de la rassurer qu'ils ne se sentaient pas seuls. On pourrait dire qu'effectivement, eux se sentent avec elle, même s'ils sont que 2000. Deux petites observations. La première sur la solitude. C'est vrai qu'on sent ça, mais Ségolène Royal, ça a toujours été quelqu'un de seul. Ça n'est qu'un parcours seul. Il y avait plus de monde autour d'elle, parce que la conjoncture électorale du Parti Socialiste a fait que. Mais en réalité, toute l'histoire de la campagne électorale, c'est qu'elle décide de tout, toute seule, et que les types découvrent dans la presse le matin ce qu'elle a décidé. Et donc, elle n'est bien, alors ça je crois qu'on sent du plaisir aussi, elle n'est bien que quand elle est avec des fans. Quand elle est avec... En fait, elle n'est pas bien avec les militants, elle est bien avec les fans. Vous dites, d'ailleurs Stéphane Rosès disait, elle fait une traversée du désert. En même temps, c'est quand même une traversée du désert assez médiatisée. Alors, est-ce qu'elle a raison de finalement autant se mettre en scène pendant ce que vous appelez cette traversée du désert? Est-ce qu'elle a raison d'avoir organisé une rentrée comme ça en 4 épisodes? La Rochelle, la télé, elle a beaucoup parlé aussi, notamment contre la taxe carbone, où là quand même elle a voulu apporter du fond, après son site, après cette fête de la fraternité. Elle a eu raison de faire tout ça, selon vous? Je dirais selon elle. Selon elle, elle n'a pas d'autre choix. Oui. Elle doit faire une course en tête en espérant qu'il y a une sorte d'américanisation de la vie politique appliquée à la façon française. C'est très intéressant de voir que sort le livre d'Édouard Balladur, c'est au moment où nous parlons, où il parle de François Mitterrand lui disant « Faites attention, vous allez perdre ». Et Mitterrand lui dit, vous allez perdre parce que c'est en province que se joue l'élection et vous n'aimez pas les meetings en province et parce qu'il vous faut le relais d'un parti. Et vous n'avez pas le relais de votre parti. Vous méprisez les deux, vous perdrez. Bon. Là, le débat, c'est est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que ces choses-là sont finies? Nous allons voir. D'accord. Vous mouillez pas. Non, c'est qu'on s'est trop trompé. Moi, toute ma culture, toute mon éducation, j'ai été élevé par un père qui me parlait des Lumières, de la résistance, du matérialisme. Toute mon éducation m'amène à penser que cette chose-là est un ovni qui se perdra et qui n'existe pas. Mais je suis obligé de voir que elle a écrasé Strauss et Fabius dans les primaires. Je suis obligé de voir Strauss-Kahn, pardon. Je suis obligé de voir qu'elle échoue à une dizaine de voix. Réellement. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'être totalement bouleversé. On est en train de parler politique entre nous au moment où les gens regardent... On essaye d'en parler aux téléspectateurs. Oui, aux téléspectateurs, mais sur une chaîne, alors que sur d'autres chaînes, des gens qui peut-être voteront, regardent la télé-réalité,
peut-être que nous avons un basculement total qui est en train de se passer. C'est la question. On parlait de la gestion de la traversée du désert par Ségolène Royal. Alors il y en a un autre qui vit une période un petit peu difficile, qui a fait une rentrée plus discrète, mais je voulais vous la faire commenter. C'est François Bayrou. On écoute un petit extrait de ce qui semble être sa ligne de conduite pour la rentrée. Je fais en votre nom une offre publique de dialogue entre tous ceux qui ont la volonté d'alternance en commun. Le temps du dialogue est venu. Dialoguer, ce n'est pas forcément être d'accord. Alors j'entends la première secrétaire du Parti socialiste dire à notre endroit « Veuillez bien, avant que je vous considère, faire la preuve que vous êtes à gauche. » Eh bien, Madame Aubry, je n'ai aucune preuve à faire. Vous n'êtes pas chargée de contrôler les papiers. Vous n'êtes pas chargée de vouloir faire rentrer tout le monde dans le rang. Donc il lance une offre publique de dialogue, c'est beau ça comme formule, tout en étant quand même assez critique vis-à-vis de Martine Aubry, peut-être pour se ménager, je ne sais pas, des possibilités de dialogue avec d'autres au PS. Vous êtes dur sur sa rentrée? Qu'en pensez-vous? Ah non, belle réussite. Oui, je pense qu'elle est réussie. Je pense que l'affaire des européennes était alors un vrai échec, mais qui était plus circonstancié que structurel. Je crois que c'est un homme politique, sérieux, solide. Je pense qu'il sait faire de la politique. Je pense qu'il a une ligne. Il parie sur une chose. La preuve parce que ça paraît confus quand même entre Marielle de Sarnez qui parle de tendre des mains, lui qui dit que si elle parle de tendre des mains, c'est parce qu'il est quand même d'accord avec elle. Non, c'est très clair. Son pari, à mon avis, c'est que les Verts auront un problème de leadership toujours, que le seul candidat sérieux n'est pas éligible chez eux, que du coup, la présence au second tour se jouera entre le candidat socialiste et lui. Le candidat socialiste qui vraiment l'embêterait énormément est à Washington. Il pense une chose, c'est que le résultat des européennes montre que le score de Nicolas Sarkozy ramené aux 40%, ça fait qu'il pense qu'il y a un socle uniquement de 20% de gens qui sont pro-Sarkozy. Et donc, il se voit dans un destin à la François Mitterrand. Et très sincèrement, personne ne peut dire aujourd'hui que cette chose n'est pas gagnable. Mais pourquoi vous dites qu'il réussit? Alors, on vous a entendu quand même assez dur sur les différentes séquences de la rentrée de Ségolène Royal. Pourquoi lui réussit mieux sa rentrée? Il lance cette offre publique de dialogue. Bon, finalement, après, ça tombe un peu, dans le désert. Parce qu'il faut regarder, d'où on vient. C'est-à-dire que qualifier une rentrée de réussie ou pas, c'est en fonction de ce qu'il y a eu avant. Or, il est au fond du trou avant. Il vient de se choper, excusez-moi l'expression, mais une défaite électorale, une mise en cause personnelle et un débat désastreux avec Cohn-Bendit qui a altéré, moi je pense assez durablement, son image, ou en tout cas une partie de son image. Et donc, au regard de ce moment où tout le monde dit il est mort, il n'existe plus, il vient de prendre un coup, il a pris un coup très grave, il fait une rentrée tout à fait correcte puisqu'il arrive à se resituer au centre ou en tout cas sur la scène, quoi. Il est dans le débat. La limite de sa rentrée, c'est qu'il n'en est pas maître. C'est-à-dire qu'il n'est pas maître ni du temps, ni maître de l'actualité politique, qu'il produit lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, si demain le Parti socialiste, avec le résultat a un bon résultat au régional, et qu'il se raidit, et qu'il dit notre alliance elle est à gauche, parce que c'est le NPA qui l'inquiète davantage, et qu'il lui dit fin de la conversation, je vois pas sur quoi il fait l'actualité. Alors, juste sur une petite phrase, Stéphane Rosès, je vais vous faire agir sur la manière dont il cible Martine Aubry, finalement, en s'en prenant à elle, en disant voilà, c'est pas elle qui donne les bons points, les mauvais points. Comment vous analysez cet extrait de discours? Il est quand même obligé de donner des gages à ses militants et à son électorat pour dire ne vous y trompez pas. On n'est pas en train de s'embrasser sur la bouche ou à la soviétique. On est en train de faire une opération qui n'est pas une offre publique amicale de dialogue, qui est quelque chose qui en fait vise à être une OPA. Donc il envoie un message à ses militants sur le thème. Donc là c'est le message aux militants. Marielle de Sarnez c'était le message au PS et lui c'est le message aux militants. D'accord. Un petit mot Denis Bertrand. Très très court en dehors des stratégies. Je veux dire, moi je suis très frappé par la tonalité, le registre prêcheur de son discours. C'est tout à fait étonant cette tonalité qui est un petit peu
qui est le registre mystique, ou quasi religieux, ou péri-religieux. Hein, le temps du dialogue est venu. Enfin, c'est une parole évangélique. C'est une parole évangélique, et ensuite, mais qui lui permet, et ça, je trouve ça très intéressant. Le temps du dialogue est venu, mais en même temps, bon, attention, ça m'empêche pas de taper sur Martine Aubry. Non, mais justement, en posant la contractualité du dialogue, il réinstalle les règles du contrat. Et il se permet à ce moment-là de dire attention, les rôles doivent être précisés. Pendant ce temps, à l'UMP, on se met en ordre de bataille pour les élections régionales. Chaque militant, et c'était à Seignos lors des universités d'été, une image qui nous a frappé, chaque militant s'affichant aux couleurs de sa région dans une chorégraphie de club de supporters. Je vous propose de regarder quelques images, quelques photos de famille. On commence par la région PACA avec Christian Estrosi. Qui ne souhaite pas les Panissois? 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 Pour ceux qui ont du mal à comprendre, il dit « qui ne saute pas n'est pas niçois », je crois. Hein. Est un niçois n'est pas niçois. Ensuite, autre dans le fond de la salle aussi, Valérie Pécresse, tête de liste en Ile-de-France, qui elle avait un petit peu plus de mal à sauter, mais il faut dire qu'elle n'est pas niçoise. Pour finir, je vous propose Luc Châtel qui, lui, était avec des Bretons. Pas facile de dire vive les Bretons quand on vient de Haute-Marne, c'est peut-être ça. Enfin voilà, au-delà de ça, je voulais vous faire réagir à ces images qui étaient vraiment les images fortes de toute la mise en scène de la rentrée politique de l'UMP à Seignos. Ces photos de famille, voilà, en ordre de marche pour les élections régionales. Qu'est-ce que vous en pensez de ces images? Pourquoi les ministres jouent pas plus le jeu, selon vous? Écoutez, les gens qui disaient que il y a des partis populaires d'un côté, il y a des officines de placement pour arriver au pouvoir de l'autre, ne vont pas être démentis par ces images parce qu'elles sont terribles, quoi. Ça montre que vous avez d'un côté des militants qui ont la flamme du militantisme et puis avec ce côté formidable, moi que je trouve formidable, hein, parce que c'est très pur et c'est très beau, du romantisme politique. Et de l'autre côté, vous avez des gens, alors en plus venant d'un ancien sportif de haute compétition comme Estrosi, c'est un peu embêtant, mais vous avez des gens qui visiblement ne sont pas à l'unisson à la hauteur. Alors espérons que c'était juste une image cachée, une image volée, qui ne montre pas. Comment ça ne sont pas à l'unisson à la hauteur? Vous voyez trois visages tristes. Ah même parce que Estrosi, on trouvait quand même qu'il était... Ah bon, alors d'accord. Non, peut-être, très bien. C'est pour ça qu'on a dit... D'accord, vous les voyez tous les trois. Écoutez, vraiment, c'est le point... J'ai pas vu trois militants extraits de la base, heureux de retrouver les gens avec qui ils ont milité et se dépassant dans une catharsis militante. Bon, je ne crois pas. Mais c'est vrai que ces images sont frappantes parce que bon, Valérie Pécresse, elle part quand même pour le combat des élections régionales. C'est vrai que bon, c'est quand même le moment où tout le monde est là pour se remonter, voilà, se doper, on va dire, avant l'année. Ça a l'air un peu tristou, non? Comment vous voyez ça? Il y a effectivement une forme de gêne. Pourquoi ils sont gênés? Parce qu'ils font ça pour les caméras, ils sont gênés par les caméras en même temps? Je crois qu'ils sont gênés parce que sans doute trop clairement on a fait passer le message pour que devant les caméras, ça soit bien un parti populaire qui soit là et qui a une mise en scène autour des régions. Or, les régions, c'est pas quelque chose qui parle tant que ça dans notre tradition. On est plutôt dans une tradition, je dirais, de l'intérêt général qui dépasse les régions. Et donc, la mise en scène du caractère populaire de l'UMP par une spécificité régionale qui n'est pas si forte que ça, je crois, met mal à l'aise les dirigeants, même lorsqu'ils sont issus de ces régions. Surtout que c'est une rentrée pour l'UMP, là, sur cette question des régionales, extrêmement compliquée, puisque il y a un calendrier très étrange à l'UMP malgré tout. Hein. On a décidé de désigner il y a 6 mois
des têtes de liste à qui on a intimé l'ordre de ne pas faire campagne jusqu'au dernier moment. Donc assez curieusement, elles ont bien compris qu'il assez curieusement, et les militants, pour certains, qu'il fallait pas trop faire campagne. Ils sont mis dans les trucs de leur région parce qu'ils sont déjà dans la campagne des régionales. Donc vous avez des ministres, vous avez surtout quand ils sont ministres, ils n'ont pas le droit d'y aller. Deuxièmement, ils ont tous appris quand même qu'il faut faire attention à l'image que l'on donne et qu'on peut à n'importe quel moment être saisi. Enfin tous ou presque. Et peut-être un a échappé à cette logique, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait pas dû être informé de la présence de la possibilité d'être filmé par une petite caméra. Donc on va y venir. Ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est que en même temps, c'est extrêmement compliqué pour eux parce que ils sont dans une fonction ministérielle. D'ailleurs, vous avez vu l'anecdote qui est assez forte de Sarkozy qui dit Hortefeux a eu tort de ne pas avoir une cravate. Quand on va voir les militants, quand on est ministre, on porte une cravate. Donc il leur redit. Il rappelle alors sur un statut, alors que le jeu là est justement d'être en dehors du statut et d'être hyper le ministre en costume cravate en train de sauter. Naturellement, c'est quasiment impossible à faire en vérité. Mais la question que ça pose, c'est finalement cette mise en scène était-elle vraiment judicieuse en termes de communication? Vous trouvez que c'est pas judicieux, Denis Bertrand? Alors vous les recevez comment, vous, ces images? L'embarras, je le perçois et je l'analyse de façon aussi assez proche. Oui, chez les trois. C'est-à-dire, c'est le problème c'est le problème de l'insertion dans le collectif. On a des scènes d'extase du collectif. Mais là, c'est la mise en scène du collectif. De fusion de l'individu dans la collectivité. Enfin, or, toutes ces personnalités sont marquées par un parcours, un projet, une identité individuelle très fortement, on dirait presque idéologiquement inspirée par le travailler plus pour gagner plus, qui est un projet idéologique individuel. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quand on a milité pour le travailler plus pour gagner plus, on peut plus se mettre dans une dans une mise en scène collective. Non, il me semble qu'il y a quelque chose un décalage perceptible entre les parcours politiques, l'idéologie motrice qui est actuellement celle de l'UMP et les scènes fusionnelles ou pseudo-fusionnelles collectives qui ne correspondent pas, qui ne sont pas en accord. C'est pas le même sujet, je dirais. Et puis la stéréotypie quand même extraordinaire. On est dans des grands poncifs, ils ont des chapeaux ronds, c'est vraiment en Bretagne. Moi, je suis là, il y a tous les chants régionaux appelés à la rescousse. C'est un peu gros comme... C'est les Bretons qui le chantent en même temps, il faut assumer. Oui, c'est vrai, ça vient... C'est vrai, Breton, pour Châtel, il n'a pas embauché voilà. Chaque ministre n'est pas forcément avec les gens de sa région, mais ce sont on n'a pas vérifié, mais a priori de vrais Bretons. Alors vous évoquiez la fameuse phrase de Brice Hortefeux, prononcée effectivement lors de ses universités d'été. On va pas revenir sur cette phrase qui a été largement commentée. Alors pour ceux qui ont raté un épisode, juste très bref rappel, Brice Hortefeux, donc qui lors de cette fameuse université d'été prend des photos avec un militant Amine. Une femme dit c'est notre petit arabe, et là donc Brice Hortefeux lâche sa phrase, il en faut toujours un, tant qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Donc la phrase, on la laisse tomber. Par contre, je voulais vous faire, vous qui êtes spécialiste de la communication politique, vous faire réagir à la manière dont Brice Hortefeux a riposté le jour de la sortie de la vidéo. Il accorde plusieurs interviews, une sur RTL, on écoute. Il n'y a dans ma bouche aucune référence à une origine ethnique, maghrébine, arabe, africaine, et ainsi de suite. J'ai simplement dit, en parlant des Auvergnats, et quand il y en a un, il n'y a pas de problème, mais quand il y en a beaucoup, ça peut poser des problèmes, parce que je venais de les quitter à l'instant et je me dirigeais encore une fois vers la sortie. Ça, c'est sur RTL, peu après 18h, donc le jour de la sortie de la vidéo. Autre exemple sur Public Sénat, un peu plus tard. Et je me dirigeais vers la sortie de ce campus quand j'ai été interpellé par un autre groupe, c'était au moins une quarantaine, et un jeune souhaite prendre une photo avec moi, ce que je fais naturellement bien volontiers. Et puis à un moment donné, on blague, quelqu'un fait des commentaires sur mes origines auvergnates, sur le fait que je parlais auvergnat, et je dis justement je viens de prendre des photos. Un cliché avec les auvergnats ça va, mais je pouvais pas en prendre davantage. Et j'ai dit plusieurs, ça pose problème. Et donc je m'en vais et je quitte ce groupe. Bon. Très honnêtement, dans mes déclarations, il n'y a pas un mot, pas une allusion à une référence, une origine ethnique ou géographique. Question très simple. Que pensez-vous, tous les quatre, de la riposte de Brice Hortefeux ? C'est difficilement imaginable, mais d'un point de vue professionnel. Oui, on parle là en professionnel de la communication, on est d'accord. Qu'à ce niveau-là,
entouré comme il l'est, et on connaît les gens qui l'entourent. Vous, peut-être pas les téléspectateurs, oui, pardon, mais bon. oui, vous connaissez les gens qui l'entourent. Que ce type de réaction, comme celle de Lombard chez France Télécom ensuite, va être ce que des réactions de ce niveau ont été cette semaine, c'est inimaginable. N'importe quel gamin stagiaire qui débute dans une agence de communication et qui a géré des crises, ou du moins qui a vu ses aînés gérer des crises, c'est qu'il y a des règles d'or, elles sont inimaginables. La première, c'est que s'il y a crise, ça ne sert à rien de nier la crise. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où il y a crise, ça veut dire qu'il y a des gens offensés. Donc, sans vous défendre, vous prenez acte du fait que des gens ont été offensés. Déjà, la reconnaissance est le premier stade vers la justice. Ensuite, vous allez laisser d'autres amis, tant qu'à faire, si vous dirigez cette crise, en débattre et discuter. Puis, vous allez laisser vos avocats rentrer dans l'affaire. Vous n'interviendrez qu'après, une fois que des leçons auront été tirées, que des traits auront été, etc., etc. Enfin, on connaît tout ça et on sait que le plaidoyer pro domo, par définition, n'est pas crédible, puisque c'est vous qui dites du bien de vous. Donc ça, n'importe qui le sait. Il dit du bien, il essaye de justifier en expliquant que je parlais pas. C'est une bêtise. Je parlais des Auvergnats et puis des photos, d'ailleurs, en plus avec deux arguments. C'est une bêtise, tout comme Lombard derrière, ce sera une bêtise. Ça veut donc dire que le coefficient personnel de ces gens-là joue. Parce qu'on leur a dit ce que je suis en train de vous dire, mais qu'à un moment donné, ils ont décidé tout de même que le fait, eux, d'aller dire ces choses-là serait meilleur, plus fort, plus important, et ça veut dire qu'ils n'ont pas fait conseil. Donc là, il y a un problème de culture. La seule défense de ses amis dans son camp, que j'ai trouvé subtile vu la difficulté du dossier, il faut quand même bien le dire maintenant sur le fond, il y a un problème de fond, c'est ce qu'a expliqué Claude Guéant, qui très habilement a dit, mais écoutez, le premier qui aurait eu toute raison de se sentir offensé, c'était le jeune militant de l'UMP, qui lui-même ne s'est pas senti du tout offensé. Donc visiblement, il n'a pas écouté ses conseils en communication. Et... Bon, je ne sais pas quels étaient les conseils et ce qui lui ont été prodigués. Ce que je veux dire, en étant assez proche de ce qui a été dit par Philippe tout à l'heure. Face à cette crise-là, que fait Brice Hortefeux? Il fait un truc assez simple. Il vient de se faire prendre les doigts dans le pot de confiture. Il dit, c'est pas de la confiture, c'est pas ma main. Et ça, c'est juste un problème, il y a un problème de crédibilité évident qui se pose là. Donc, le choix stratégique est de sortir d'une difficulté par un argument dont il sait lui-même qu'il ne peut pas être objectivement crédible, est une tentative de détournement qui traduit de la panique, qui traduit de un manque. Vous y voyez de la panique? Ah oui, il y a un manque de réflexion, parce que n'importe qui le prend sérieusement. Écoutez, Brice Hortefeux va le soir et dit voilà, je suis absolument pas raciste, toute ma vie témoigne que je ne l'ai pas été, tout mon engagement, j'ai dit un mot, une phrase, une blague qui a sans doute été maladroite, j'ai pu blesser des gens, je m'en excuse immédiatement. On est dans la fin de l'histoire. On est dans la fin de l'histoire. Elle a rebondi d'ailleurs pendant de nombreux jours. Jusqu'au moment où il est contraint à faire des fausses excuses sous la forme de regrets. D'accord. Alors, cette histoire, justement, concernant les propos de Brice Hortefeux, on peut un peu éclipser à un moment du moins l'autre grand sujet de la rentrée à l'UMP qui était la question de la taxe carbone. Alors, le sujet va être discuté au Parlement, mais le gouvernement a déjà beaucoup communiqué dessus. Je voulais juste revenir sur un épisode, celui concernant la question des rapports entre Nicolas Sarkozy et François Fillon à l'occasion de lancement de cette fameuse taxe carbone, puisque François Fillon avait annoncé un montant. Le président, derrière, explique que les arbitrages ne sont pas rendus. François Fillon tient un discours quelques jours plus tard. Écoutez. Nous allons prendre en compte la situation de ceux qui n'ont pas à leur disposition de transport en commun, comme nous allons prendre en compte la situation spécifique de certaines professions, comme les agriculteurs ou les pêcheurs. Voilà le cadre général de cette taxe dont nous annoncerons les modalités précises la semaine prochaine. Avec le président de la République, vous devez avoir conscience que nous sommes en train de bâtir une fiscalité verte à l'échelle de la nation. C'est une première et j'aurais tort de vous cacher que l'entreprise est complexe. Les conseils sont les bienvenus, mais je veux le dire, pas la démagogie. Et ceux qui confondent le prix de la tonne de carbone avec un baromètre des relations entre le président de la République et le Premier ministre vont en être pour leurs frais.
Le message, c'est quand même les deux discutent ensemble, il dit bien nous. Quelques jours plus tard, Nicolas Sarkozy rend son arbitrage. Écoutez. Je prends cette décision lourde, historique. C'est pour pousser au changement et accélérer les changements de comportement des Français face aux énergies fossiles, qui émettent du CO2 et qui font que la planète est dans un équilibre aujourd'hui instable. Alors, a priori, ils disent un peu la même chose, mais nous, ce qui nous a frappé en préparant l'émission, et c'est à ça que je voulais vous faire agir, c'est la manière dont François Fillon se veut le porte-parole d'une décision collective, et la manière dont Nicolas Sarkozy dit je d'ailleurs sur ce sujet qui lui semble lui avoir coûté quelques points de popularité au mois de septembre. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy ne peut pas s'empêcher de dire je, ou c'est un calcul stratégique selon vous? Non, je crois que d'abord, c'est une façon d'indiquer, c'est la réalité depuis le sac de Nicolas Sarkozy, que c'est lui qui décide. Bon, première chose. Oui, bon, ça c'est pas nouveau, vous allez me dire. Alors, deuxième chose, c'est la grande capacité de Nicolas Sarkozy à repérer des thématiques qui émergent et de se vouloir tout d'un coup le champion de cause qu'on ne lui connaissait pas aussi fortement il y a quelques années. Je suis d'ailleurs un peu injuste parce que le Grenelle de l'environnement, ça a été, de ce point de vue-là, une vraie avancée. Mais visiblement, Nicolas Sarkozy, dans ses relations avec Nicolas Hulot, avec les écologistes, pense qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait décisif. C'est lui qui passe, n'est-ce pas, c'est lui qui passe les compromis au sein de la nation sur le bon niveau de la taxe carbone. Donc il y a eu précipitation de la part de François Fillon, réellement, objectivement, il ne doit pas en être étonné, il est agacé que certains amis qu'on a vu sourire à son intervention puissent y voir un signe supplémentaire de la qualité de ses relations. Certains amis, vous voulez dire dans la salle qu'on voit au premier rang écouter son discours. Bien sûr, parce qu'on est, voilà, comme dans tout microcosme, on est comme ça, on n'est pas mécontent que le voisin d'à côté se fasse un tout petit peu taper sur les mains, mais sur le fond, c'est Nicolas Sarkozy qui passe ses arbitrages, c'est lui qui décide, c'est lui qui passe des messages à la nation, c'est-à-dire que là, il a décidé d'aller du côté de Nicolas Hulot. Il ne va pas aussi loin que le souhaiteraient les écologistes, certes, mais voilà. Il indique y compris à ses troupes. Donc le message, c'est moi qui tranche. Et donc le message concernant la rentrée, là, pour parler de François Fillon et Nicolas Sarkozy, c'est finalement rien n'a changé alors. C'est un joli résumé en fait, ça, parce que ça montre bien que dans les questions des affaires de gestion gouvernementale, il y a chez Nicolas Sarkozy du je et pas de nous, et il y a chez le Premier ministre du nous et pas de je. Voilà, donc ça correspond à leur caractère d'ailleurs, oui. Parce que François Fillon a toujours fait passer. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va, combien de temps ça va tenir comme ça, jusqu'au bout? Ça va durer jusqu'au bout parce qu'il faut bien comprendre qu'ils sont déjà en 6e République, ils ne sont plus en 5e République depuis le premier jour. C'est-à-dire que là où vous n'aurez jamais de problème, c'est que François Fillon est d'accord sur le fait que le Premier ministre ne décide pas de la politique de la France et ce n'est pas le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Donc il s'assoit comme le président de la République, sur la Constitution. Et eux deux sont d'accord sur la chose suivante, il y a une entreprise France, il y a un président directeur général de cette entreprise France qui est Nicolas Sarkozy, il y a un directeur général qui met en œuvre la politique du président, et il y a un comité de direction qui se réunit en Conseil des ministres tous les mercredis. Donc même s'ils n'ont pas l'air de parler de la même voix, il n'y a pas de problème, ils sont d'accord sur le fond. Parce que l'un met en œuvre ce que l'autre a décidé. Donc c'est une entreprise désormais. Bon, en tout cas, merci à tous les quatre pour ces mises en perspective de ces images de la rentrée politique qui vont nous donner le ton de l'année, sans doute. Merci à Marie Lebon qui s'est levée tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Nicolas Planche et à Brigitte Sando qui se sont couchés tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et sur notre site, toujours, pour d'autres Déshabillons-les. Portefeuille, il a eu un sujet et il s'est dit, moi aussi je suis mon petit avocat d'affaires. Et comme le chef, je vais régler le problème. On se dit, mais serait-ce un message implicite envoyé à l'électorat du Front National, puisque c'est sur le même registre que quand Le Pen est taclé sur un certain nombre de choses, dire non, on m'a mal compris ou. Et du coup, voilà. Il a voulu régler tout seul alors, Brice Hortefeux. Oui, parce qu'il sait que quand Sarko et se met à côté, c'est fini. Ils sont tous comme ça. On vous enregistre, on le gardera ça, parce que c'est intéressant. Ils l'ont pris comme modèle. Fais gaffe, on a dit que c'est Tu sais pas où ça va, là. Tu sais pas où ça va.